Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'entreprise libérée, mais surtout le rôle du coach face à cette libération des énergies. Et le principe qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Paul, c'est de vous dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et on va vous laisser découvrir le programme qu'on va vous présenter ce soir. Dans un premier temps, effectivement, on va se dire deux mots de soi-même. Tierna, je te propose de dire quelques mots te concernant. Je t'entends mal, Paul. Alors, Oui. moi, je m'appelle Tcherna Sayat. Je suis, comme vous, à l'ICF. Je suis coach PCC et superviseur aussi certifié ISAP. Et je crée ma propre structure il y a maintenant pas mal d'années. Et j'accompagne beaucoup de dirigeants et de cadres dirigeants. Et je me suis passionnée pour le sujet de l'entreprise libérée en ayant rencontré il y a quelques années Isaac Getz et Jean-François Zobrist avec lesquels j'échange beaucoup. Et je me ferai un plaisir aujourd'hui de partager cette expérience avec vous. Et mon autre rôle aussi, c'est que je suis associée enseignante à l'école accréditée Agineon. Donc, j'ai effectivement créé ma société il y a une vingtaine d'années maintenant. J'accompagne des managers et des dirigeants. Et on s'est retrouvé avec Tcherna sur le fait qu'on a eu l'opportunité, la chance d'accompagner un certain nombre de dirigeants plus ou moins jeunes qui lancent d'une façon ou d'une autre des programmes de libération. Et donc, mon activité consiste à activité de conseil et par ailleurs, effectivement, d'avoir créé avec Catherine Panot l'école de formation coaching Activision Coaching. Donc, le premier point, c'est de cerner un peu le sujet. C'est un thème aujourd'hui qui est très discuté dans la presse. Plusieurs livres sont sortis sans doute. Un certain nombre parmi vous avaient lu Entreprise et ci d'Isaac Getz, qui est un livre qui a pas mal marqué les esprits dans les entreprises et ailleurs aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on est parti de sa définition qu'on va voir après. Ensuite, le second point, c'est de se dire que ce mouvement est quand même connaît des racines assez profondes dans l'histoire du management en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et nous allons brièvement revoir d'où peuvent venir ces mouvements de nouvelles organisations dans les entreprises. Ensuite, J'ai une petite remarque. Il paraît que le son n'est pas bien le tien et que les gens te perdent en cours de route. Si tu peux régler. si Philippe peut me dire ce que je peux faire, j'agirai, mais je ne sais pas. Après ces explications sur pourquoi est-ce que ce thème de l'entreprise libérée et la libération des énergies semble se développer aujourd'hui, on va préciser notre débat sur le rôle du dirigeant. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est ses besoins en coaching, ce qui va nous amener à conclure la fin de notre webinaire sur le rôle du coach dans le contexte précis des règles ICF, des 11 compétences, sachant qu'il y a deux composantes qui sont effectivement la relation avec le dirigeant et la relation avec les équipes. Et puis on vous proposera un certain nombre de questions puissantes que nous avons sélectionnées parmi celles que nous avons l'occasion de poser aux dirigeants, managers que nous coachons dans ces contextes-là. Donc, on a repris la définition d'Isaac Getz pour définir ce que c'est qu'une entreprise libérée à notre sens. La principale caractéristique par rapport à cette notion de libération, c'est que les salariés peuvent décider toute action qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant les meilleures, sans en référer systématiquement à une pyramide hiérarchique, à des procédures, à des règles imposées de l'extérieur. Vous voyez cette citation de McKnight, des premiers patrons de 3M après la guerre, donc c'est pas très nouveau, mais 3M a développé depuis longtemps une culture de créativité qui est très proche de cette notion d'entreprise libérée, avec l'idée que si on crée les conditions pour que les gens soient soumis, mais si on enlève ces
on obtient des équipes et des individus qui déploient des compétences, des initiatives et des caractéristiques de comportement qui sont tout à fait profitables à la fois à la qualité de votre travail et à l'entreprise. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que finalement tous ces patrons et toutes ces entreprises veulent aller vers une transformation managériale? Parce qu'en effet, il s'agit réellement d'une transformation managériale. Alors on a sélectionné quelques bonnes raisons. La première, c'est que, comme vous le savez, il faut aller aujourd'hui très vite sur le marché. Et quand on veut être vite sur le marché pour apprendre vite aussi de ses clients, eh bien, il faut que les processus de décision soient rapides. Et plus on a de la hiérarchie, plus on a d'intermédiaires, et ben, moins la décision, elle est rapide. Donc ça, c'est déjà une des bonnes raisons. La deuxième raison qu'on a sélectionnée, c'est que l'homme ne veut pas vivre le travail comme une contrainte. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, la jeune génération et beaucoup de philosophes comme Luc Ferry, comme d'autres ont clairement dit qu'aujourd'hui, le travail n'est plus une valeur, mais un moyen. Et du coup, ben, l'homme, il veut être contributeur et avoir aussi du plaisir et trouver ses sources de plaisir au travail. La troisième bonne raison, c'est que les acteurs de l'entreprise veulent de la reconnaissance. Et la reconnaissance bon, classique qu'on connaît, la prime, l'évolution, etc., ça c'est très ancien dans le management, mais aujourd'hui, surtout la jeune génération, parle réellement de contribution. Et l'entreprise veut aussi, bien sûr, être les meilleurs. Elle veut attirer les talents. Et d'une part, il faut les développer en interne et d'autre part, il faut les attirer. Alors, ça peut sembler une phrase banale, mais aujourd'hui, la jeune génération, elle n'est pas aussi fidèle et aussi attachée et elle ne se voit pas 30 ans dans la même entreprise. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont comme marché de l'emploi le monde et pas uniquement une région ou un pays. Et la dernière raison qu'on a sélectionnée, c'est l'obtention et la possession des informations. Ce n'est plus un critère de pouvoir, c'était vrai à l'époque, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, à n'importe quel moment, a le petit clic sous la main et peut accéder à tout type d'informations et bien sûr s'ouvrir au monde. Et ça, ce sont déjà des bonnes raisons pour s'interroger sur une transformation managériale dans l'entreprise. Donc, en fait, ce mouvement qui connaît un regain aujourd'hui peut être relié à de très anciennes réflexions, voire mises en œuvre. On pense en particulier à une grande penseuse du management, Marie Parker Follett, qui, dès les années 30, faisait des conférences, en particulier aux États-Unis, en Angleterre, avec des concepts tels que le leadership se retrouve à tous les niveaux d'entreprise et cette conception que la responsabilisation est le grand révélateur des possibilités de l'homme. Donc, dès les années 30, un certain nombre de penseurs, et je pense que, comme Marie Parker Follett faisait des conférences auprès de dirigeants de l'époque, déjà des managers à l'époque voyaient les choses comme ça. Cette notion de diffuser la responsabilité d'entreprise était déjà présente. On trouve aussi dans les années 80 une expérience au Brésil de Ricardo Sebler, la société Semco, j'ai mis le nom de son principal livre à contre-courant, qui effectivement a entamé euh, dès cette époque-là une véritable démarche de libération d'entreprise avec des systèmes d'élection des managers, de vote sur le partage du profit, de décisions collectives sur les implantations d'usines. Donc c'était déjà très très avancé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc le grand développement, comment dirais-je, de la notion d'entreprise libérée, c'est grâce à Isaac Getz et son étude d'abord sur les différentes entreprises qu'il a déterminées et son livre donc de 2019, Liberté ici, dans lequel en particulier il donne les exemples de sa vie avec Swaziland, avec le travail de Bill Gore et de ses équipes à Gore-Tex et puis au sein d'Harley Davidson. Une démarche d'ailleurs qui est intéressante puisque elle a connu une époque d'apogée et puis de transformation après dans un autre mode d'organisation.
Alors aujourd'hui, vous serez peut-être surpris, mais il existe réellement une cartographie des entreprises libérées en France. Quand moi j'ai démarré la démarche, eh ben, on en connaissait trois, quatre en France. Si vous regardez la carte aujourd'hui, ben, vous en trouvez un peu partout. Les plus connus sont bien sûr la Fabi, qui était l'entreprise dirigée par Jean-François Aubry, qui lui était un des premiers à avoir osé casser les barrières. Il a demandé à l'ensemble de son encadrement de se trouver un nouveau job dans l'entreprise. Et ça, c'était vraiment très osé, mais très rapidement, ça a commencé à fonctionner. Il a enlevé les places de parking pour la direction. Il a dit le parking, c'est pour les clients. Et il a cassé un mur du magasin, je me rappelle, parce que c'était très représentatif dans les actes, parce qu'il a dit l'homme, sa phrase fétiche, c'est l'homme est fondamentalement bon et personne ne veut voler ou faire du mauvais travail volontairement. Donc ça, c'est la Fabi, qui est une fonderie. Ensuite, vous avez la biscuiterie Poult, qui est pas du tout connue en tant que marque, parce que il fabrique 80% des biscuits que vous trouvez dans les supermarchés, à part Luc qui fabrique sa propre marque. Vous avez Innovon, c'est au départ une entreprise Chronoflex avec Alexandre Gérard, qui a libéré son entreprise avec 300 salariés. Et vous avez ici en Alsace une entreprise qui s'appelle Sulzocom avec Michel Muselifer, qui lui était aussi un des premiers, très ami avec Jean-François Aubrist, à lancer la démarche de la libération. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur l'entreprise libérée suppose l'engagement des personnes, c'est pas tout qui soit fait, effectivement. Donc, on a résumé ici un certain nombre de rôles des parties prenantes. On peut commencer effectivement par rapport aux collaborateurs en bas du schéma. Euh, c'est vrai que il y a un engagement nécessaire et que c'est vrai que, et on pourra en parler plus longuement avec moi, il y a effectivement des collaborateurs qui peuvent ne pas se sentir adhérer, ne pas se sentir inclus dans ce type de démarche. Donc c'est vrai que ça demande de l'audace de la part des collaborateurs, principalement assumer une responsabilité et, et un engagement fort pour beaucoup d'entre eux. Il est important aussi qu'ils adhèrent au sens donné l'entreprise. Hein. Ce sont des entreprises qui sont principalement gouvernées par la culture, puisque les process et l'organisation sont générés par l'échange entre les collaborateurs. Donc, la question du sens est vraiment essentielle. Et puis, effectivement, de la cohérence qui doit se générer spontanément dans l'échange entre les collaborateurs plutôt que par un bureau d'études si c'est une usine, des services de conception ou la hiérarchie ou la direction si c'est une organisation plus de services ou de donc, effectivement, il y a un rôle essentiel du collaborateur et d'adhésion euh, au projet collectif. On peut passer au management à droite. Euh, il est vraiment essentiel qu'une libération soit conduite par un manager en particulier, c'est souvent le cas d'un leader, d'un propriétaire d'entreprise ou de la personne qui en a la responsabilité. Il n'y a pas de libération sans profonde conviction du manager. Euh, il y a un véritable débat de savoir si il faut faire une entreprise libérée pour augmenter en performance. C'est souvent le cas, ça n'a peut-être pas toujours, mais c'est souvent le cas. Si ça n'est que pour des raisons de performance et qu'il n'y a pas de valeur et de conviction sur la relation à l'homme et sur des valeurs humaines fortes, le projet a de fortes chances d'échouer parce que c'est difficile et il faut vraiment une grande résilience qui se fonde sur des conditions pour pouvoir avancer. Il y a évidemment la nécessité des leaderships. Hein. Il y a une sorte de paradoxe qui est qu'il n'y a pas de démocratie sans leadership. Et donc, il est important que le leadership soit présent et assumé dans l'entreprise. Et en particulier, ce leadership soit animé par une véritable maturité, que le leader ait une connaissance de lui qui fasse bien la différence entre l'ego et la fonction et qu'il soit effectivement en mesure d'avoir une distance suffisante pour savoir lâcher le pouvoir deux contributeurs complémentaires, mais qui jouent un véritable rôle. L'actionnaire, évidemment, pour que pour lui, l'image de la libération d'entreprise soit quelque chose de positif hein, en tant qu'image qu'il peut avoir en tant
liberté par rapport à l'entreprise dont il est l'actionnaire. C'est important qu'il soit stable, parce qu'évidemment, une entreprise qui se libère vit des moments parfois difficiles, et si l'actionnaire change et ne suit pas le management, ça remet bien évidemment en question l'engagement, et donc il faut qu'il y ait une ouverture, sachant que qui dit libération dit diffusion du pouvoir et d'avoir lâché du contrôle, et donc il faut qu'il y ait confiance dans le management et dans l'entreprise pour que cette évolution puisse se faire. Et enfin, le client joue aussi un rôle, soit éventuellement dans certaines entreprises qui ont des implantations locales très fortes, de contribuer, de soutenir par leur achat ou par leur présence l'évolution effectivement euh, de l'entreprise. Il contribue à son image, et le soutien direct ou indirect peut lui permettre d'évoluer. Alors, on a essayé de vous simplifier un peu les principes de fonctionnement de l'entreprise libérée. Et vous allez trouver 4 thématiques. Il y en a beaucoup plus, mais il a fallu qu'on fasse un choix. Alors, la confiance avant tout. Ça part vraiment du dirigeant, c'est-à-dire toutes les entreprises libérées qu'on a visitées, et j'en ai visité pas mal, on se rend compte qu'il y a toujours un homme ou une femme qui incarne la démarche et qui est convaincu et qui est porteur de sens et qui exprime en fait la confiance qu'elle ou il a dans ses collaborateurs. Et du coup, comme les managers au départ étaient plutôt ou des managers ou des leaders, parce que ça c'est l'ancienne école du management qui est toujours bien sûr valable, on vous en parlera tout à l'heure, doit du coup aussi intégrer une notion de coach et d'entraîner ses équipes avec lui pour leur permettre de rentrer dans la démarche. Mais la confiance avant. La deuxième chose, c'est la stratégie, elle doit être connue de tous. Dans une entreprise libérée, la stratégie ne n'appartient pas ou n'appartient plus uniquement à la direction. Par exemple, aujourd'hui, on a des entreprises comme Poult où les opérateurs sont en contact direct avec les clients parce qu'ils ont complètement intégré la stratégie et ils sont même en soutien du commercial. Donc la direction donne le quoi, mais les collaborateurs s'occupent du comment. Et ça résume très simplement ce qui se passe dans une entreprise libérée. Troisième volet, et ça c'est parfois le plus dur, c'est de supprimer la notion classique de la hiérarchie, donc un organigramme plat. Les entreprises libérées aujourd'hui qui fonctionnent bien, ils ont plus que 3 niveaux. C'est-à-dire, il y a un dirigeant, ensuite il y a des responsables d'unités ou de mini-usines, etc. Et après, il n'y a plus que les collaborateurs. Pour que ça fonctionne, il est nécessaire d'utiliser les intelligences à tous les niveaux de l'entreprise, de cultiver les liens. Et contrairement à ce qu'on peut penser, dans une entreprise libérée, il y a beaucoup de cadres, il y a des règles de vie partagées, mais des règles simples qui sont appliquées avec rigueur. Et la notion de contrôle, c'est une question qui vient très souvent. Comment ça se passe dans une entreprise libérée? Est-ce qu'on contrôle? Eh ben, le contrôle, en fait, il se fait au niveau de celui qui réalise. Donc, s'occuper des problèmes qui existent au lieu de les prévoir et de récompenser au lieu de sanctionner, c'est pratiquement un complément à ça. Les entreprises libérées que j'ai vues, bien sûr, on connaît dans l'industrie déjà l'autocontrôle, mais là, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire on retrouve ça à la finance, on retrouve ça au commerce, on retrouve ça au marketing, et comme dit, ils s'occupent vraiment ils appellent ça beaucoup dans les entreprises libérées les petits cailloux. On s'occupe des problèmes qui font vraiment mal dans la chaussure, au lieu de dire il peut nous arriver ceci ou cela. Et, et peut-être on aurait dû noter ça aussi, dans les entreprises libérées, il y a la notion de droit à l'erreur, ce qui fait que on sanctionne beaucoup moins, mais qu'on reconnaît quand quelqu'un a osé prendre des initiatives et voire même on les récompense. Donc, effectivement, libérer une entreprise, c'est pas facile, hein. Je pense qu'on on ne parle pas assez du fait que c'est un voyage difficile. Effectivement, comme le dit Francis, au départ de Semco, il y avait un problème de maintien en vie. Parfois, effectivement, la libération vient d'une épreuve difficile traversée
raisons très fortes de changer et la menace sur l'entreprise peut en être une. Mais tout au long de la démarche de transformation vers la libération, qui n'est d'ailleurs jamais une démarche aboutie et définitive, il y a un certain nombre de freins possibles. Le premier point, effectivement, c'est le manque de confiance. Euh, J'accompagne actuellement une entreprise dont la libération est fortement ralentie par le fait que les collaborateurs ont vécu tellement de tentatives avortées d'évolution qu'ils font plus confiance dans la direction. Et il y a, à mon avis, plusieurs années de travail avant que cette confiance se rétablisse dans le fait que c'est pas une nouvelle démarche de, comment dirais-je, de productivité ou de performance comme nous avons connu plusieurs les années précédentes, mais c'est vraiment une démarche convaincue de la part de la direction. L'autre point, c'est qu'effectivement, les organisations, on va les appeler normales pour se faire comprendre, permettent éventuellement à un certain nombre de collaborateurs de trouver les niches dans lesquelles leur compétence n'est pas mise à l'épreuve, voire leur incompétence est cachée. Une entreprise libérée, effectivement, fait aboutir à une transparence assez forte dans la relation entre les gens. Et on a effectivement des situations dans lesquelles les collaborateurs se sentent véritablement en responsabilité de ce qui se passe et s'autorisent effectivement à dire à leur équipier, à leurs voisins, à leurs collègues de travail, euh, des choses concernant leur activité, leur application. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile de se dissimuler dans une situation libérée. Ensuite, et c'est très clair, certains d'entre nous n'aiment pas les responsabilités et l'autonomie. Et j'ai vu, moi, des collaborateurs qui ont posé ce point-là comme une cause de départ de l'entreprise libérée. Donc, moi, j'ai besoin d'un chef, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit quoi faire, et qui ne souhaite pas, effectivement, avoir comme charge la responsabilité de leur activité et l'autonomie de prendre des décisions et des initiatives. C'est vrai que très souvent, c'est une sortie de zone de confort. Les collaborateurs, les équipiers sont amenés à se remettre en cause, à se confronter à des difficultés nouvelles et ça les expose véritablement à des zones, sinon de risque, en tout cas de sortie de leurs compétences habituelles. Et ça conduit directement effectivement à la peur de l'échec, puisque rien n'est joué dans une démarche de libération. Il y a des risques qui sont pris, il y a un avenir qui n'est pas forcément déterminé, et ça peut être un vrai frein par rapport à l'évolution de l'entreprise. Un aspect important, surtout pour le management intermédiaire, c'est évidemment la nécessité de perte de pouvoir des dirigeants, des cadres et des managers, qui changent de rôle, beaucoup plus un rôle d'animation, de coach et de leader que de commande et contrôle. Et parfois d'ailleurs, ils sont pris dans une sorte de paradoxe qui est qu'ils ne peuvent pas officiellement dire qu'ils sont contre la démarche puisque l'actionnaire ou le dirigeant principal le veut, mais dans leur corps intérieur et dans le quotidien, ils souhaitent conserver du pouvoir et ils s'imaginent effectivement passer à un autre rôle. Et enfin, la transformation est longue, voire même c'est un travail constant, c'est demander d'ailleurs s'il a une fin, et il faut tenir la distance, en particulier euh, dans la durée. Donc, c'est vraiment une démarche qui implique énormément l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, en particulier le management. Alors, je vais juste profiter pour répondre à quelques questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Effectivement, quand on dit que les dirigeants donnent le coin et les salariés s'occupent du comment, c'est bien entendu que le dirigeant donne la direction vers quoi il veut aller. C'est le vers quoi, mais on a abrégé dans le coin. C'est tout à fait juste, Francis. Merci pour la remarque. Il y avait une autre remarque aussi. Est-ce que tous les managers survivent dans les organisations libérées? Eh ben non. Il y en a qui quittent l'entreprise parce que ça ne leur convient pas et que parce qu'ils trouvent plus leur place classique dans l'entreprise libérée. Donc on connaît des entreprises, certains, où un grand pourcentage des managers ont quitté. Hein. Ensuite, je vois aussi dans les questions, quand on dit qu'on s'occupe des problèmes existants et pas des problèmes à prévoir, évidemment que tout ce qui concerne la qualité, la sécurité et la finance,
ce sont des métiers ou comment on peut dire, des préoccupations. On a effectivement aussi à prévoir des choses comme la trésorerie, comme la qualité, la sécurité, bien sûr. Mais ce sont des choses qui sont rentrées dans les process aujourd'hui. Et dans les entreprises libérées, ce que je vois, ce que j'ai pu observer, c'est que la qualité et la sécurité, notamment en production, sont devenus des vrais comportements intégrés à tel point qu'ils ont même plus besoin de mettre 10 000 affiches et des indicateurs multipliés parce que c'est devenu une vraie culture d'entreprise. Ça, c'est pour répondre aux questions qui s'affichent à droite. Alors, après, on a regardé aussi par expérience aujourd'hui parce qu'on a un peu de recul. Ce que je voulais dire aussi, quand Paul a dit que la démarche est longue, pour vous donner un exemple, chez Suzocom, ils ont démarré la démarche en 1989. Alors, ils transposent ça maintenant dans toutes leurs usines, en tous les cas en France, pas en Allemagne, mais c'est long comme démarche. C'est pas quelque chose, les dirigeants souvent ils disent combien de temps ça va prendre, c'est pas un truc en 2 ans, quoi. Ça prend vraiment du temps parce que c'est un changement culturel. Alors du coup, les besoins du dirigeant sont multiples parce que il y a aussi son ego et la plupart des dirigeants qui ont compris que c'est pas facile, et ben ils sont coachés. C'est pour ça qu'on est aussi là ce soir parce qu'il y a vraiment, euh, j'aime pas parler de marché, mais il y a un vrai besoin de la part des dirigeants qui veulent aller vers des transformations en matière de management, d'être coachés. Et une des premières choses qu'on rencontre, c'est l'ego. Après, il y a le savoir lâcher prise, parce que quand on met en place la confiance et l'autonomie, ça fonctionne pas du jour au lendemain. On voit aussi des chaos s'installer et ça provoque chez le dirigeant du stress et de l'anxiété qui fait que il faut pas qu'il reprenne le contrôle une fois qu'il a lâché prise. Donc c'est un travail d'accompagnement qui est vraiment intéressant auprès des dirigeants. Après aussi, qu'est-ce que ça veut dire oser faire confiance? Ça parle de quoi? Hein qu'est-ce qui se cache derrière ça? Le dirigeant il dit je vous fais confiance, mais dans les actes, ça veut dire tout à fait autre chose. Et puis, chose très importante, c'est que j'ai vu des entreprises lorsque le dirigeant n'incarne pas le projet et la transformation, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui tombe à l'eau. Et pour cela, il faut aussi montrer des actes significatifs. Je vais vous donner un exemple très concret. Alexandre Gérard, ce qu'il a fait, il a quitté son bureau, il en a fait une salle de formation pour les salariés, il s'est installé au milieu des salariés sur des open space et aujourd'hui il prend la place qui est libre au moment où il arrive dans l'entreprise. Ça, c'est par exemple un acte significatif. Casser les murs du magasin où il y a toute la matière première, c'est un acte significatif. Enlever le parking de direction, c'est un acte significatif. Voilà quelques exemples. Donc, notre pratique il y en a un mois nous a amené à effectivement se poser, à poser des questions à nos clients. On en a regardé quelques-unes, évidemment. À chaque situation, il faut trouver la question spécifique. Mais par exemple, en ce qui concerne globalement la stratégie de l'entreprise et la raison pour laquelle aller vers une transformation de ce type-là, il est vraiment nécessaire que le dirigeant se pose la question et que nous, en tant que coach, on travaille bien les fondements de sa motivation à aller vers une transformation managériale. Ma conviction est que si la motivation est simplement économique et que c'est une question de performance, ça ne tiendra pas la distance parce que c'est tellement exigeant, on vient de le voir par rapport aux dirigeants, que s'il n'y a pas une véritable conviction, il est mis en danger par rapport à la réussite de son projet. Et évidemment, comme tous les coachés que nous accompagnons, il faut qu'il soit clair sur ce qu'il attend de la démarche qu'il entreprend. Il y a toujours la question qu'est-ce qu'on perd si on réussit. Et donc, il faut qu'il soit bien clair avec ses attentes par rapport à cette démarche qui mène, qui risque de lui coûter beaucoup à lui en termes psychologiques et en termes d'investissement, et qui va lui coûter aussi, en particulier avec les questions du management intermédiaire qui va forcément être mis en cause dans son fonctionnement. Alors,
je vois deux questions qui semblent intéressantes. Première question, c'est est-ce que c'est le même coach qui accompagne le dirigeant et la démarche de l'organisation? Et moi, je vous réponds, ça engage que moi-même. Clairement non, parce qu'on n'est pas sur la même frontière. C'est-à-dire quand vous êtes sur l'organisation, vous travaillez directement. Par exemple, moi, je travaille beaucoup en atelier du management, c'est où quelque chose qui est proche du co-développement ou de l'analyse de la pratique, où on réunit les managers pour travailler avec eux, pour qu'ils puissent aussi exprimer ce qui est difficile pour eux. Et en général, le coach qui accompagne les dirigeants, c'est pas la même personne. Sauf si on est dans une logique de théorie des organisations un peu comme Berne l'a décrit. Dans ce cas-là, on accompagne le dirigeant et l'organisation, mais de toutes les façons, il faut plusieurs acteurs pour accompagner l'entreprise. Il y avait une autre question par rapport au middle management. Alors, pour vous donner un exemple clair, si vous prenez un système industriel, vous avez des opérateurs. En général, vous avez des chefs d'équipe. Après, vous avez un chef d'atelier et un directeur industriel. Et les niveaux qui se rejoignent et qui deviennent en fait un niveau, il n'y a pas de chef d'équipe, il n'y a plus de chef d'atelier. Ce sont des responsables d'unité et qui ont avec eux des animateurs ou des volontaires ou des gens ou des leaders qui ont été choisis par les équipes. Mais le middle management classique tel qu'on l'a connu, par exemple pour des agents de maîtrise ou des contremaîtres anciennement, ça disparaît complètement. Alors par rapport au management aussi, question pertinente, comment est-ce que c'est une question qu'il faut vraiment poser. Comment allez-vous instaurer la notion de confiance réciproque dans vos équipes? Et là, on se rend compte qu'ils n'ont pas toujours la réponse parce que pour eux, la confiance, c'est de laisser quelqu'un tranquille ou de laisser quelqu'un travailler. Or, la confiance, la notion de confiance va beaucoup plus loin. Comme je disais tout à l'heure, il y a le droit à l'erreur et il y a malheureusement aussi des types d'activités où le droit à l'erreur peut être fatal, comme par exemple au milieu pharmaceutique, où d'ailleurs on retrouve beaucoup moins ce type de libération d'entreprise et on le retrouve beaucoup plus aujourd'hui dans le milieu industriel classique. Et la bonne question aussi pour le manager, c'est finalement qu'est-ce que ça va changer pour vous. Et quand on leur pose cette question, eh ben ça change beaucoup de choses parce que le rôle il change, le regard il change, la manière d'accompagner change et du coup, bah, ils ont eux-mêmes à revisiter beaucoup de choses en termes de posture notamment. Donc évidemment, il va falloir interroger les différents acteurs sur l'organisation. Il y a une question sur avez-vous déjà aidé à la libération d'entreprises et si oui, comment avez-vous procédé? Oui, bien sûr, tiens bien moi l'avons fait depuis plusieurs années. Mais répondre à la question comment avez-vous procédé, c'est un peu compliqué, puisque par exemple, pour cette question sur l'organisation, à chaque fois, il y a des cas spécifiques. On arrive à des stades de maturité différents des entreprises, des stades de maturité différents du management. Les projets sont pas forcément les mêmes. Moi, par exemple, j'ai un processus de libération dans lequel, pour l'instant, les gens commencent à dire, bah, on va libérer une partie de la structure et pas l'autre, parce qu'on ne souhaite pas ostraciser une partie des collaborateurs. Donc, c'est extrêmement compliqué de définir une méthode, une façon de fonctionner. Je pense que chaque cas doit être inventé. Et d'ailleurs, je pense que sur le fond, c'est même ça qui est important, puisque a priori, c'est vraiment une démarche de prendre du coaching au sens où c'est les collaborateurs qui inventent leur libération et la façon de faire évoluer la structure. Donc, c'est vraiment un métier de coach qui est plus cohérent par rapport à l'approche d'accompagnement de ces évolutions. Donc effectivement, il y a une décision à prendre collective sur qu'allez-vous changer dans vos organisations. On peut très bien imaginer qu'il y ait des phases progressives de changement. Hein. On change juste d'abord peut-être des lieux ou une partie des équipes ou certaines activités ou certaines interactions entre les gens. Ou ça peut être plus profondément, effectivement, changer les locaux, changer l'organisation de la production, plutôt que faire des lignes séparées, faire des équipes qui produisent ensemble des produits. Donc la réflexion sur le niveau de changement est importante à tous les niveaux
puis effectivement un aspect important qui est la performance doit être absolument préservée par rapport à la libération. Et donc, par exemple, comment va s'organiser le contrôle, comment le collectif va s'assurer que non seulement il conserve la performance, mais en plus il se dirige bien vers là où il souhaite aller en termes de transformation d'organisation. Alors je regarde un peu les questions aussi. Ce que je voudrais surtout dire par rapport aux questions, si on a déjà accompagné des entreprises, oui. Par contre, chacun trouve son propre chemin. Et ce qu'il faut accepter aussi, c'est que le chemin et la manière d'y aller peut être totalement différente d'une entreprise à l'autre. Par exemple, moi, je suis actuellement dans une entreprise qui a gardé son comité de direction et ça pose pas de problème, alors que d'autres entreprises ont complètement aboli le comité de direction. Et il faut vraiment regarder. Il n'y a pas de concept où on peut faire un copier-coller d'une entreprise à l'autre. C'est d'ailleurs aussi beaucoup de discussions entre les managers, les dirigeants, pour trouver son chemin. Et parfois, c'est par des petites actions. Et comme il disait Paul, il y a des petites flammes qui s'allument d'un côté de l'entreprise et pas forcément encore de l'autre. Et c'est OK comme ça. Tout le monde ne va pas au même rythme, pas forcément en même temps, et c'est plutôt par cooptation, par envie, par effet boule de neige que l'entreprise avance. En tous les cas, c'est l'expérience de ce que moi j'ai pu observer. Alors, en termes de communication en relation, on parle beaucoup d'intelligence collective. Du coup, on en a beaucoup besoin parce qu'on considère comme il n'y a plus de managers intelligents, mais qu'on considère que tous les collaborateurs sont intelligents, ben, il faut utiliser cette intelligence et créer des espaces dans lesquels les collaborateurs peuvent s'exprimer, donner leurs idées, mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre en considération ces idées-là. Hein. Alors, ça peut être la boîte à idées classique, mais je vois aussi beaucoup de groupes qui se mettent en place pour trouver des solutions, voire des marchés nouveaux. Je vais vous donner un exemple chez Pool, où le simple opérateur a la possibilité de réunir autour de lui le marketing, les achats, la qualité, qui a inventé une nouvelle recette et qui est l'initiateur pour la mise sur le marché de sa nouvelle recette de cookies. Et il utilise cette intelligence collective, mais autour aussi des compétences. Et après, la bonne question aussi, c'est qu'est-ce qui changera dans vos relations avec l'environnement interne et externe? Parce que la communication avec les clients, avec les fournisseurs change aussi, parce qu'on fait rentrer le client beaucoup plus dans l'entreprise et il est beaucoup plus en contact avec d'autres interlocuteurs que le commercial ou les achats, par exemple, et aussi l'environnement interne où la notion de relation client-fournisseur classique, qu'on connaît quand même depuis plusieurs années, devient une notion très coopérative. Donc, d'autres questions. Effectivement, la nécessité de continuer à être innovant. Hein. On voyait la question du contrôle tout à l'heure. Il y a aussi comment est-ce qu'on assure l'innovation et la remise en cause, hein, qui n'est pas forcément très facile quand on est soi-même mise en cause. La question des compétences, puisque l'ensemble des fonctions nécessaires à l'évolution de l'entreprise est aussi nécessaire. Donc, tout ce qui est fonction support, formation, RH, finance, etc., doit trouver des réponses en termes d'animation et d'évolution. Alors, il y avait une question et vous allez maintenant trouver vos réponses et quel est le rôle précis du coach dans ce process. Alors, le choix qu'on a fait, c'est de prendre les 11 compétences, parce que vous les connaissez tous, et de vous montrer le rôle au travers des 11 compétences. Et Paul, je te laisse peut-être démarrer là-dessus. Donc, la première, c'est véritablement d'être extrêmement vigilant sur le fait que on est coach et on n'est pas conseil. Il peut y avoir un vrai rôle de conseil et de structuration par rapport à une transformation et le rôle du coach tel que nous l'entendons à ICF, c'est véritablement d'aider le client à trouver ses réponses. Et c'est pour ça qu'il y avait une question aussi sur le process et sur la méthode.
méthode, même si effectivement on peut vous recommander la lecture de Gates, le bouquin de Zobrist ou ce qu'écrit Alexandre Gérard. Ce qui est essentiel, c'est qu'on est en situation de coach et que la, la solution est chez nos clients, en particulier la solution du process. Donc je pense qu'il y a vraiment un cadre éthique extrêmement rigoureux à avoir par rapport à la position de coach, qui n'est pas dans le conseil et qui ne donne pas de solution par rapport à l'évolution d'entreprise, mais qui est uniquement une ressource par rapport à, au projet du client. Alors ensuite, on sait bien que notre sécurité, c'est aussi le contrat de coaching. Et là, on choisit chaque fois une ou deux notions ou thématiques parce qu'on pourrait parler des heures. Mais dans le contrat, il faut vraiment aller chercher ce que veut le client dans un contexte de libération. Comme Paul vous disait tout à l'heure, si c'est une préoccupation purement économique, c'est pas pareil que quand c'est une préoccupation humaine ou culturelle. Donc, il faut vraiment aller chercher qu'est-ce que le client vient chercher dans le contexte de libération, soit parce que c'est le dirigeant, soit parce qu'il est dans un rôle de management. Donc, effectivement, la compétence confiance et respect est vraiment essentielle, puisque le dirigeant va être fortement remis en cause, même s'il est lui-même extrêmement volontaire par rapport au sujet. Il n'est pas toujours conscient de ce à quoi il va se confronter. Et donc, effectivement, cette confiance que le coaching nous impose en termes de compétences fondamentales est vraiment une relation et une situation vraiment très importante dans l'accompagnement des dirigeants par rapport à une démarche de libération. Et en particulier par rapport à un dirigeant et ses managers qui vont se trouver en remise en cause, comment est-ce qu'on travaille protection, permission et puissance pour de nouveaux comportements et de nouvelles actions, pour des prises de risques et des remises en cause. Alors, je vois aussi une question, qu'est-ce qui peut motiver une entreprise d'aller vers ce concept-là? Je crois les réponses, vous les trouvez tout au début de notre présentation. C'est parce que l'environnement a changé. Parce que les jeunes, vous pouvez plus les manager comme on les a managés il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, le salarié est un client, il est au courant. C'est un client de Amazon comme il est client aussi de l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc c'est tout simplement la première réponse, c'est parce que le modèle classique est devenu obsolète. Donc c'est une proposition entreprise libérée. Il y a certainement d'autres, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui. Alors le quatrième point sur les 11 compétences, c'est la présence de coach. Donc, il faut rester. On a beaucoup discuté entre Paul et moi, et il faut reconnaître son ignorance. Et même si on a une expérience de la conduite du changement et du management, c'est d'être comme un enfant qui découvre en même temps avec l'entreprise ce qui va se passer. Parce que si on vient avec des convictions ou avec des croyances, eh ben on n'est déjà pas dans l'accompagnement de ce type de concept. On l'est pas en coaching classique non plus, mais là particulièrement, on insiste sur le fait de reconnaître aussi son propre ignorance. Et c'est ce qui fait toute la puissance. Donc l'écoute est vraiment essentielle. On revient sur la même idée que Tiana a souligné à l'instant. C'est véritablement le client qui construit son chemin. C'est pas le coach qui construit la perspective dans laquelle le client s'inscrit. Voilà. Et puis, il faut poser les bonnes questions. Et pour poser les bonnes questions, on s'est posé aussi la question, quelles bonnes compétences est-ce que le coach doit avoir? Il doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement systémique des organisations. Pourquoi? Parce que du coup, vous sortez comment on va dire, d'un système très protecteur hiérarchique, et du coup, on rentre dans un système très psychodynamique où vraiment le fonctionnement systémique prend toute sa place par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre, et c'est d'autant plus fort de la part du coach s'il a une bonne connaissance du fonctionnement systémique pour rendre vigilant le dirigeant et les managers sur sur les interactions. Donc évidemment,
cette confiance et cette responsabilité de coach implique une communication directe, en particulier des moments de confrontation constructive avec le client, puisque il y a souvent des épreuves de vérité dans une évolution, aussi bien chez le dirigeant que dans les équipes. Alors, sensibiliser le client, accompagner les clients pour qu'il ose exprimer sa puissance sans basculer dans toute puissance de pouvoir. On sait par expérience que tout dirigeant ou manager arrive un jour devant un mur où il a un choix à faire, où il reste où il va, dans le pouvoir et la toute-puissance, ou alors il exprime toute sa puissance. Et sa puissance s'exprime aussi au travers du système et au travers de ce que les autres vont faire avec lui. Et ça, c'est très important. On arrive presque à un niveau spirituel avec le client pour qu'il puisse oser sa puissance et pas basculer dans la toute-puissance. Et donc, sur les compétences 9, 10, 11, on est véritablement, effectivement, sur le rôle du coach, qui n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais de stimuler, de permettre constamment le client de passer aux actions. Donc, le client, évidemment, ça comprend non seulement le dirigeant, mais aussi ses équipes et la compétence du coach de savoir faire émerger des propositions, des initiatives de la part des équipes et des dirigeants est vraiment essentiel par rapport à la mise en œuvre et l'avancement d'un projet de transformation. Alors maintenant, on va arriver à un point qui va répondre à certaines questions qui s'affichent à droite. Comment on a commencé, comment on embarque en fait les salariés, les représentants du personnel, comment on embarque les managers, etc. Alors je peux vous parler de mon expérience, entre autres, c'est qu'on a fait beaucoup de learning expedition. Ça veut dire on est allé voir avec des volontaires des entreprises qu'on accompagne, les entreprises qui ont déjà fait du chemin. C'est pour ça aussi que je connais bien Poult, Chronoflex, Suzocom. Et là maintenant, par exemple, demain, je vais chez Michelin, qui ont démarré sur 2 sites de production le chemin vers la libération. Et on s'inspire aussi des autres entreprises et on apprend des autres entreprises et notamment quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'est-ce qu'ils ont mis en action et on voit que il y a plein de bonnes idées concrètes qu'on peut prendre des uns et des uns et des autres. Voilà. Donc, bien évidemment, comme pour un coaching individuel, il faut que le collectif sache gérer les progrès et les responsabilités, en particulier savoir célébrer les succès, celui du patron, celui des équipes, tout au long du processus. Je crois qu'il nous reste quelques minutes parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Je voyais des questions assez précises, effectivement, en particulier sur le rôle des IRP et des général personnel. Alors, je peux répondre sur les idées, à moins que tu aies une réponse, Paul. Oui. Oui. Alors, je peux vous parler d'une très belle expérience dans une entreprise où les IRP, aujourd'hui, les représentants du personnel sont devenus les meilleurs ambassadeurs. Alors, c'est passé par beaucoup de choses. D'abord parce que les entreprises en question ont donné un très fort soutien aussi bien au comité d'entreprise que un dialogue avec les syndicats et on se rend compte aujourd'hui que dans les entreprises libérées, il y a très peu de syndicats, c'est plus un syndicalisme représentatif par rapport à la loi, si on peut dire, mais ils sont très heureux de ça parce que c'est vraiment un respect et une considération des salariés. Donc, on a vu des choses incroyables. Par exemple, dans une entreprise, ils ont, avec le CE, créé un jardin potager derrière l'entreprise, derrière l'usine. J'avais jamais vu ça. Et les salariés cultivent leurs légumes et peuvent les récolter à la sortie de l'usine et prendre ce dont ils ont besoin en rentrant à la maison. On voit des choses jusque-là. Hein. Ça, c'est moins classique. Après, bien sûr, on s'occupe du bien-être, on s'occupe on laisse les gens, par exemple, dans les entreprises industrielles, on voit maintenant beaucoup plus d'opérateurs et d'animateurs animer les indicateurs de manière autonome. Ils sont beaucoup ils animent davantage les groupes de progrès. C'est plus les chefs qui font ça. Hein. Les chefs sont là en support si nécessaire, mais j'ai vu des groupes fonctionner sans qu'il y ait de responsables dans les groupes.
fait aussi. Voilà. Sur les échecs, oui, il y a des échecs. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais il y a des échecs. J'en ai vu, moi, et Isaac Gates en témoigne dans son livre. Les causes en sont nombreuses. Un dirigeant pas forcément très convaincu, un changement de dirigeant, un changement d'actionnaire, des collaborateurs qui n'ont pas confiance parce qu'ils ont des expériences précédentes néfastes et ils ne souhaitent pas évoluer, des maladresses dans le fonctionnement, en particulier la grande exigence d'une libération, c'est que le management soit absolument cohérent, soit impeccable dans son intention. Et il suffit d'une porte fermée, d'un comportement décalé, non cohérent pour que, sinon le succès de la structure, du moins en tout cas l'évolution soit fortement ralentie. Voilà. Alors, on va encore vous montrer quelque chose pour terminer. Ah oui, il y a encore deux compétences. Non. Alors, bon, voilà, mais voilà, excusez-moi, autant pour moi. Voilà, c'est le dernier slide qu'on voulait vous montrer. Ce qui est important à voir ici, c'est que le manager classique, il s'occupait beaucoup de la performance. Par exemple, dans l'entreprise, quand on fait les entretiens annuels, on s'occupe beaucoup de performance et aussi de comportement maintenant. C'est bien. Et c'est dans une posture hiérarchique. Donc dans cette posture, il organise, il structure, il anime, il évalue. Il s'agit, je voudrais dire par là que le rôle hiérarchique, il existe toujours dans certaines entreprises libérées, notamment par exemple chez Suzocom, on a quand même des responsables de mini-usines. Ils continuent à faire ce travail d'organiser, de structurer, d'animer et d'évaluer. La deuxième posture, c'est le leadership. Donc, dans le leadership, on est donneur de sens. C'est là, en fait, on incarne le projet, qu'on est en conviction. Tous les leaders historiques que vous pouvez regarder, même si on ne les connaît pas, ils sont partis d'une conviction. Et dans l'identité, ils sont beaucoup plus dans la mission et leur rôle est beaucoup plus de fédérer, d'orienter. Et la troisième dimension aujourd'hui, et c'est pas par hasard qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de managers et de dirigeants dans des écoles de coaching, ils sont en train de se professionnaliser parce qu'ils n'ont pas les outils pour accompagner, autonomiser, ils ont que les outils du management, mais ils n'ont pas les outils de coach. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on rentre ici dans la troisième posture pour bon, on l'appelle manager, mais en tous les cas pour ceux qui vont accompagner les personnes et les collaborateurs. Donc ça vous donne un petit peu de regard global. Il y avait des questions sur comment le coach apprend à son client dans une démarche de coaching, donc c'est des découvertes, on n'est pas en phase de formation, et c'est de faire vivre les confrontations qui permettent d'augmenter l'efficacité. Philippe, tu voulais... Oui, alors, Oui, nous arrivons à l'heure ou à peu près, si vous voulez dire les derniers on mots. t'entend pas, Philippe. Voilà, nous sommes à peu près à l'heure, donc c'est le Oui, moment tu nous donnes le deuxième mot maintenant ou... Oui, je peux vous donner ça, mais voilà. La... Je ne sais pas si on m'entend, mais en tout cas, le deuxième mot de passe, c'est vacances. Alors, si vous vous rappelez du premier, vous avez quelque chose de très simple, comparatif. Le premier mot est vacances. En effet, les webinaires sont maintenant en vacances pour 2 mois et nous nous retrouverons, voilà, nous nous retrouverons à partir du mois de septembre, comme toujours en français pour les troisièmes mercredis du mois. Et pour ceux qui parlent anglais ou néerlandais, ce sera les premiers mercredis des mois pairs, donc octobre, décembre, et ainsi de suite. Il y aura plus, il y a encore des opportunités. Nous n'avons pas encore publié les nouveaux webinaires parce que nous allons avoir une nouvelle plateforme qui va nous simplifier la vie et qui sera en principe plus efficace. Et vous serez donc mis au courant de cette nouvelle plateforme
avec les invitations probablement vers la fin du mois de juillet pour les webinaires qui commenceront en septembre et en octobre. Voilà pour les toutes dernières nouvelles. Alors avant de vous quitter, un petit mot tout simplement pour, en tant que coach, vous passiez de bonnes vacances. Merci en tout cas, Cherna. Merci de vous poser des questions, on peut vous écrire à titre personnel et que vous serez très heureux de leur répondre. Je ne m'en bagage pas trop loin en disant ça. Avec plaisir, puisque on est très passionné par le sujet. Voilà. Nous l'avons bien senti et nous vous remercions. Alors, ceux qui veulent voir le football, c'est le moment. Donc, dans 20 secondes, le match commence. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Et bonnes vacances. Merci. Au revoir. Au revoir.